En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. On est des gentilles filles. T'as une tête de garçon, mais sauf que tu t'es habillé en... Ah ouais? Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous, non. Je suis venu pour sanctionner, mais je suis aussi venu pour honorer. Bon, Crépuscule des Titans, voilà, encore un livre Cassos, encore un livre que je peux pas laisser en liberté. Je l'ai foutu à la bibliothèque municipale, qu'est-ce qu'il a fait? Premier soir, il se bat avec le Coran. Ils arrêtent pas, je peux pas les foutre dans la même pièce. Il voit un Coran, il se bat avec. En fait, il veut partir en croisade. La dernière fois, je le secoue, qu'est-ce qui tombe? Une carte de Jérusalem et une petite épée comme ça en plastique, tu vois, qu'il a récupéré sur un jouet Hatchenman des années 90. Je lui dis non, les croisades c'est fini. Donc si tu veux, maintenant, je suis obligé de mettre le Coran dans une pièce et Crépuscule des Titans dans une autre. Crépuscule des Titans vous catapulte au cœur de l'épopée du véritable Moyen-Âge. Cette France totale qui sent l'ail et le fromage de chèvre, qui saigne du nez et qui transpire abondamment des burnes. Château fort et pont-levis, bataille et conquête, torture et duel, traîtres et héros, carnage et croisade, siège et catapulte, enfin restitués en haute fidélité historique. Une plongée épique, en immersion sauvage dans les hauts faits qui ont forgé la légende de nos puissants ancêtres pour l'éternité. De leur naissance à leur crépuscule, rencontrez les titans magnifiques qui ont fabriqué notre lourd Moyen-Âge dans le fracas terrible du feu et de l'acier médiéval. La fièvre de l'an 1000, racontée comme jamais et rythmée par un impitoyable tonnerre de punchline. Bon, il paraît que la Turquie veut faire la guerre à la Syrie. Alors déjà, les gars, pour faire la guerre, il va falloir changer d'alphabet, en fait. Ululundur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une réduction sur les trémas, qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu, il a fait une opération spéciale pour les trémas, et en fait, la Turquie s'est précipitée dessus en croyant que le cours du tréma allait gonfler dans les 20 prochaines années, qu'est-ce qui se passe? Ululundur. Ça, en fait, quand tu fais une guerre, si tu veux, le principe, c'est que les mecs, quand tu les appelles à la radio, ils comprennent ce que tu dis, en fait. Tu vois? Si chaque fois que vous appelez pour dire passe-moi les munitions, le mec au bout du fil, il entend qu'est-ce que tu veux gagner une guerre, en fait? C'est pas possible. Tu vois, parce qu'en face, en fait, qu'est-ce qui se passe? En face, c'est lourd Bachar al-Assad, si tu veux. Du chiite solide, tamponné à la oui, en fait. Donc, si tu veux, c'est pas avec du Ululundur, avec des CCD, qu'on sait pas ce qu'ils font là, qu'on dirait de l'art moderne, en fait, ton alphabet. Tu vois, qu'en fait, c'est un alphabet, on dirait que c'est Pascal Duquesne qui l'a imaginé comme ça, pendant une pause, pendant le tournage du 8e jour, en fait. C'est pas possible. Si tu veux, si t'as un mec qui conduit un tank, que l'objectif c'est Alep, et qu'en fait, au bout du fil, il entend... En fait, il va répondre pareil parce qu'en fait, il va faire semblant de comprendre. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je soupçonne. Je suis pratiquement sûr que les Turcs, en fait, font des monologues. C'est-à-dire que les mecs se comprennent pas. Ils ont un alphabet pour de faux. Et en fait, ils se parlent et ils font semblant de se comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait... Et le mec en face fait... Mais en fait, ils sont pas captés. En fait, les mecs sont en impro tout le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils récoltent de l'huile d'olive et ils ont des moissonneuses-batteuses et à l'industrie du blé, on va pas sur la Lune. Parce qu'en fait, pour aller sur la Lune, faut avoir une langue où il n'y a pas 15 000 CCD et des trémas dans tous les sens. Tu vois, voilà. Bon, sachant aussi qu'il faut quand même que je te le dise, Erdogan, la Syrie, c'est Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il soit Bachar al-Assad, je t'explique, des fois, il va faire le ramadan, en fait, c'est le jeûne du ramadan, il arrive avec une petite chemise sur le front. Le mec n'est pas en stress. Il déboule. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a tué combien de mecs aujourd'hui? Allez, on va bouffer. On dirait un mec qui vient de monter une entreprise, tu sais. On dirait les rebeux qui ont réussi en Ile-de-France, en fait. Tu vois, petite chemise cintrée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Abdoul, c'est bon, la mitraise, elle est réglée. Voilà, bon, je vous
Bachar al-Assad, en fait, je vais t'expliquer un truc, Erdogan, c'est que Bachar al-Assad, quand il doit aller au front, il y va avec sa petite Mercedes. Il n'y a pas de garde du corps, en fait. Le mec fait des vidéos, il est en train de conduire dans la rue, il y a des gens qui le reconnaissent, « Eh oh, président », tu vois, il fait coucou par la fenêtre. Hein. En fait, il stresse pas. Et pourtant, c'est censé être le méchant. Est-ce que Macron, quand il va se balader dans la rue, est-ce qu'il peut se balader tout seul sans ses gardes du corps? Je crois pas. Donc comment ça se fait que Bachar al-Assad c'est le méchant et comment ça se fait qu'il transpire pas quand il conduit sa Merco pour aller sur le front? Et comment ça se fait qu'en fait Emmanuel Macron il se met dans un bunker dès qu'il y a 4 paysans avec un gilet jaune en fait? Bon, expliquez-moi. Bon, Erdogan, soyons sérieux. Une guerre contre la Syrie, si tu veux, les guerres que tu as déjà essayé de faire, laisse-moi te rappeler le Lépante. 1571, contre qui t'as perdu? Contre des Rital des Espagnols. Est-ce qu'on a le droit de perdre une putain de guerre contre des Rital des Espagnols? Si tu veux, c'est les races qui se lèvent après 10 heures. Qu'est-ce que tu me racontes? Les Espagnols, en fait, il y a 7 piliers dans l'islam, il n'y en a qu'un seul en Espagne, c'est le chômage, fils de pute. Et même avec ça, t'as pas réussi à leur mettre une branlée. Là, on est sur du Rodrigo qui construit un galion. Déjà, quand ils font des bagnoles, ils font des Seat, en fait. Donc, si tu veux, quand ils font un bateau, imagine, ils font un bateau en 1500, déjà une Seat en l'an 2000, c'est de la merde. Imagine un bateau en 1500, en fait. Tu vois, le truc devait prendre la flotte. T'as perdu contre ça. T'as perdu contre des Rital. Les Rital, c'est une race, ils font des mocassins à gland, si tu veux. Tu vois, quand ils sont pas en train de gagner des guerres contre l'Italie ou peindre des tableaux avec des gonzesses qui ont des pétards comme ça d'un mètre, tu vois, en fait, ils font des guerres contre la Turquie, ils les gagnent, tu vois. Alors qu'en fait, même les Éthiopiens les ont battus par la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si tu te rends compte. Les Éthiopiens, c'est des mecs avec des saguets. Ils ont battu les Rital. Et vous avez pris une branlée contre les Rital et les Espagnols, ça a fait rire le monde entier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient aidés par des Savoyards. Mais attends, est-ce qu'en fait, c'est un casting de merde, en fait? Est-ce qu'on dirait un stage pour l'emploi où on a fait venir tous les mecs qui avaient pas de boulot, là, on dit, ouais, toi, qu'est-ce que t'es bûcheron en Savoie, vas-y, viens. En fait, vous avez perdu contre une coalition de Rital, d'Espagnols, de Savoyards. C'est la honte. Le Lépante, c'est la honte. J'espère que vous l'enlevez de vos putains de livres d'histoire parce que c'est la putain de honte, en fait. Voilà. Non, puis il faut dire un truc. Vos chapeaux, là, l'espèce de cylindre avec un pompon, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, on dirait que c'est un gamin, allez, tu sais, ils s'ennuyaient, ils étaient à l'école, ils s'ennuyaient. Bon, les enfants dessinaient un chapeau rigolo, t'sais. Donc les mecs qui font un cylindre, ils mettent un putain de pompon mou dessus. C'est un cylindre avec 3 ficelles. Est-ce que le Borsalino, il vous met 50-0 en fait? Le Borsalino, ben encore une fois, c'est un Rital, il se lève le matin, il va choisir des putains de lapins, tu vois, les a nourris avec amour, tu vois, il leur a donné un petit peu de burrata de temps en temps, tu vois, pour que les trucs grossissent. Hein. Donc en fait, ils sont énormes. Donc après, il les pèle, il prend leur putain de poil, il le racle, il le met dans une presse à chapeau, et en fait, il fait un truc en feutre de lapin, si tu veux. Il y a des bords, et tu peux l'attraper avec la main, il y a un putain de ruban de soie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pris 50-0? Avec votre putain de chapeau, tout le monde se fout de votre gueule. Regarde dans Austin Powers, il se fout de votre gueule. Do you remember me? Austin Powers. Dans OSS 117, là, le mec avec sa... Même Jean Dujardin, il se fout de votre gueule, putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous voulez être crédible, bordel? Ce que tu comprends pas avec Bachar al-Assad, Erdogan, c'est que Bachar al-Assad, c'est un chiite. Donc comme c'est un chiite, en fait, si tu veux, il connaît d'autres chiites énervés. Parmi eux, Abou Azrael. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Abou Azrael? D'accord, Abou Azrael, il prend des djihadistes, il les pend à l'envers, il les découpe avec des katanas en fait. Je peux pas mettre les extraits parce que c'est une putain de vidéo YouTube, mais en fait il fait des trucs comme ça. Il va faire des séances de muscu, il a une grenade. C'est le Rambo d'Irak, le tueur de Daesh. Le Rambo d'Irak, un surnom qu'il doit à ses vidéos qu'il filme avec des téléphones et qu'il met en ligne sur Internet. C'est un mec qui font des putains de dessins animés sur lui. C'est-à-dire que les enfants chiites, en fait, en Syrie, en Irak, ils regardent les aventures d'Abou Azrael. Le mec, il démonte en dessin animé des djihadistes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les dessins animés des enfants syriens et irakiens, c'est des putains de dessins animés où, en fait, il y a un mec avec une barbe qui met des coups de marteau à des mecs. Voilà. Tu vois, nous, on a Midi les zouzous, eux, ils ont Midi l'horreur, en fait. La vitrine de la lutte antiterroriste devient même le héros d'un dessin animé. Le milicien y défend les opprimés. Ici, il passe à tabac l'un des dirigeants du groupe État islamique. Tu vois la diff? Donc en fait, tu vas t'attaquer à un pays, tu ne peux pas tester. Donc relaxe-toi, Erdogan, relaxe-toi. Il faut que tu comprennes que Bachar al-Assad, le mec a une formation d'opticien.
En fait, quand t'es opticien, les problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des trucs qui se règlent avec des focales, en fait. Donc, en fait, t'as un problème et t'as une putain de machine et tu vas mettre la focale qu'il faut pour corriger. Mais en fait, il dirige son pays comme il fait un putain de diagnostic de l'œil, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en fait, il va faire un fond de l'œil, puis il va vous faire un fond du cul, si vous lui faites la guerre. C'est ça qui va se passer. C'est qu'en fait, il va dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Les Turcs, ils attaquent, bon. Et en fait, il va agir comme un médecin. Il va prendre le cancer de l'œil, tu vois, il va le traiter à coups de laser. Et en fait, les lasers, qu'est-ce que c'est? Ça va être des missiles, dans la FIF, tu vois. Bon. Comme quand même, je suis pas un fils de pute et que du coup je sais que tu avais prévu d'envahir la Syrie et tout ça et tout, Erdogan, je vais être sympa avec toi, je vais t'aider à faire une reconversion en fait, parce que je trouve que t'as pas du tout une gueule à être président de la Turquie, en fait t'as une gueule à être épicier. Voilà, regardez cette tête. Est-ce que c'est une tête d'épicier? Est-ce que c'est une tête de mec qui dirige la Turquie? Je trouve que c'est plus une tête d'épicier. Pour t'aider à démarrer ta petite entreprise d'épicerie, écoute, j'ai décidé de t'envoyer un petit carton à ton adresse avec quelques petites choses pour démarrer. Il va te falloir, c'est un putain d'indispensable, hein, il va te falloir des dates. Donc je t'offre des petites dates de marque Socodec Plus. Je me fous pas de ta gueule. Des petits chocolats mi-choco, parce que j'ai vu la pub il y a un moment et ça m'a quand même bien fait rigoler, donc je te mets des petits mi-choco. Je te mets aussi, pour que en fait, ton ramadan soit plus joyeux, des petites biscottes œufs de berre. Tu vois, pour démarrer une épicerie, t'as toujours un fils de pute qui débarque à 4h du mat, il veut des biscottes, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, t'as des petites biscottes de berre, ben voilà, c'est cadeau, Erdogan, cadeau. Hop, je t'offre cette putain de magnifique bouteille de Selecto. C'est aussi un incontournable de l'épicerie turque, si tu veux. Si t'as pas de Selecto, t'es éliminé de la ligue, hein. C'est comme ça. Et là, attention, je me fous pas de ta gueule. Figure-toi que je t'offre un petit bleu de travail d'épicier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas trouver un petit béret, tu vas le mettre, puis après, tu vas enfiler ta petite blouse de travail, et puis tu pourras vendre des dates, tu pourras faire des trucs comme ça. Tu vas être complètement raccord. Voilà. Hop, cadeau. Je t'offre ce petit mug Kurdistan. Comme ça, en fait, tu pourras le coller sous ta joue et pleurer et récupérer tes larmes. Tu vois, voilà. Hop, mug Kurdistan, cadeau. Je t'offre aussi, parce que je sais que tu es dans l'OTAN, donc en fait, tu lèches les couilles de l'Occident pour aller bombarder d'autres Arabes solides. Donc, comme je sais que tu es un sacré lécheur de couilles, je t'offre cette petite casquette Trump, en fait. Comme ça, quand tu t'enfuiras, quand Poutine et Bachar al-Assad, en fait, t'auront mis une branlée, tu pourras t'échapper à l'ambassade des États-Unis avec une petite casquette Trump 2020. Comme ça, tu montreras ta fidélité. Cadeau. Hop, voilà. Je t'offre également ce petit tapis de souris Bachar al-Assad. Comme ça, lors de la prochaine guerre, tu vois, tu pourras prendre cette souris que je t'offre également de marque Laptec. Tu pourras la mettre sur ton petit tapis de souris comme ça, et puis tu pourras aller envoyer des mails à l'OTAN pour demander de venir te secourir. Tu vois, ça peut toujours servir. Cadeau. Hop. Ensuite, bon, tu sais très bien que tu vas prendre une branlée parce que la Russie et la Syrie, je pense que tu vas pas pouvoir les encaisser. Donc, je t'offre également, je te la ferai envoyer dans un deuxième paquet, cette petite trottinette de marque Trottiflex, mairie de Paris, voilà. Donc je te l'offre, je te la ferai envoyer par paquet, et, parce que je suis vraiment généreux, je t'offre avec un petit autocollant de l'Arménie. Tu vois, comme ça, tu pourras pimper ta trottinette avec un truc stylé, parce qu'en fait, votre drapeau, je trouve qu'on dirait celui de la Tunisie, mais avec moins de budget pour le blanc, en fait. Donc, si tu veux, je t'offre un petit autocollant Arménie, comme ça, tu pourras le coller sur ta trottinette, et puis tu pourras trottiner jusqu'aux États-Unis pour aller te réfugier. Comme il y a quand même une sacrée distance pour rejoindre Washington, je t'offre des petites roues de rouleur que tu pourras mettre sur ta trottinette Trottiflex. Ces roulettes de rouleur, en fait, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, elles sont lumineuses. Voilà, tu vois, il y a des petites ampoules LED dedans. Voilà. Et en fait, il suffit que tu les montes sur ta trottinette, et puis après, tu feras des petits trucs de couleur, c'est multicolore. Et puis comme ça, tu pourras te faire récupérer et retrouver par les drones de l'armée américaine. Ça peut toujours être utile. Voilà. Comme il y a beaucoup de distance, je t'ai dit, je t'en mets 2. Il y a 2 kits. Hein, voilà, il y a 2 kits. Alors, ils sont d'occasion, hein, mais bon. Hein. Donc, je te mets des petits kits. Voilà, tu as 2 kits. Normalement, voilà, il y a 10 000 km entre Washington et Ankara. Ça te fera largement l'affaire. Je t'offre aussi, également, pour démarrer ta petite épicerie, une calculatrice EcoPlus, pour que tu puisses calculer le cours de la date en temps réel. Alors, j'avais envie de t'offrir une Casio à 60 €, mais si tu veux, je sais que la question du judaïsme est compliquée pour toi. Donc, je t'ai pris une calculette dans laquelle aucun juif n'est intervenu. Donc, du coup, c'est une calculette pour calculer le poids d'huile d'olive. Enfin, c'est pas une calculette pour aller sur la Lune, hein, tu m'en voudras pas. Mais en tout cas, elle est pas cachère. Tiens, je te mets ça avec. Pour que tu puisses tenir tes petits comptes, je te mets aussi un petit cahier Oxford. Tu vois, tu l'ouvres, hop, puis dedans, tu as des pages, tu pourras faire ta petite compta quand tu te seras reconverti. Voilà. Tout ça, Erdogan, c'est cadeau. Je te l'envoie à ton adresse. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, si tu veux, arrête. Arrête d'essayer de clasher Bachar al-Assad. Tu n'as pas le niveau. Bon, puis pour conclure, il faut quand même que tu saches un truc, c'est que les Russes et les Syriens... Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent.
Alors, aussi, il faut quand même mentionner, bon, c'est vrai que Bachar al-Assad a beaucoup de mérite, il faut mentionner aussi que Poutine est quand même un sacré morceau. Si tu veux, Poutine, c'est une catégorie d'êtres humains, en fait, les gens ne comprennent pas. Si tu veux, les êtres humains qui font confiance à personne se réfugient auprès des animaux. S'ils commencent à avoir des relations privilégiées avec des animaux. Tu vois, les mecs qui ont tué trop de gens au Vietnam, ils caressaient des chevaux. Quand ils rentraient, ils allaient dans un ranch au Texas, ils caressaient des animaux pour se calmer. Salah Abdeslam, ils lui font caresser des hamsters en prison, tu vois, pour le calmer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Poutine, on est dans un autre cap. Si tu veux, même les animaux, il leur fait plus confiance, en fait. Les êtres humains l'ont déçu quand il avait 6 ans, à peu près. À 8 ans et demi, il avait fait le tour de tous les animaux de la planète, parce que c'est déjà une machine. Donc, il y a un moment, il a été déçu par une truite, par un loup, par un truc comme ça, je te dis. Donc, en fait, il fait même plus confiance aux animaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, ses relations, c'est avec des machines. En fait, il parle aux hélicoptères. Quand il a un coup de mou, il se colle contre l'hélicoptère, il pose sa main contre l'hélicoptère, comme ça, il fait « Allez, vas-y, raconte-moi l'Afghanistan ». Et là, l'hélicoptère se confie. Et le mec, c'est le seul qui peut avoir cette relation privilégiée, en fait, avec les machines. Tu vois, quand il est en déplacement, il appelle pas sa femme, parce qu'en fait, ça le gonfle. Il appelle son flingue. Il a une pièce dans laquelle il a ses flingues préférés. Et si tu veux, tu as un garde du corps, il monte dans la petite pièce cachée du Kremlin, et il met un petit talkie-walkie comme ça à côté du flingue. Et là, Poutine a discussion de 3 heures avec son pistolet, tu vois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine touche des kalachnikovs et il se raconte des trucs, ils ont des dialogues en fait. Tu vois. Il va contre les centrales nucléaires, comme ça il pose la main et en fait il communique, tu vois. Et la centrale nucléaire lui raconte l'épopée, tu vois, l'épopée soviétique. En fait, il faut comprendre que Poutine croise un satellite, le satellite lui raconte l'espace. Ouais, il y avait le soleil, c'était fou, il n'y avait pas de sol, tu manges. En fait, Poutine est un être humain augmenté. Si tu veux, tu poses un porte-clés sur la table, n'importe quel fils de pute va dire, il y a un porte-clés, Poutine va toucher le porte-clés, le porte-clés va lui raconter l'histoire de son usine, en fait. Tu vois, Poutine, c'est, tu vois, Jésus, c'est entre l'homme et Dieu, Poutine, c'est entre la machine et l'homme, en fait. Tu vois, il a l'intermédiaire, donc il comprend les deux. Donc des fois, les hommes lui parlent, il est en décalage, et en fait, des fois, les machines lui parlent, et en fait, il comprend. Tu vois, c'est vraiment très important de comprendre ça pour comprendre Poutine. Et puis surtout, pour comprendre Poutine, il faut voir à quel point Poutine est un boss et à quel point Macron est une merde. Macron, quand il fait une fête, il invite des transsexuels à l'Élysée. Ça, c'est pas normal. Poutine, ses activités, c'est soigner des Turcs, soigner des tigres, pardon. Soigner des tigres en Sibérie. C'est faire du tir. Présentez-vous. Qui je suis. C'est conduire des hélicoptères. Le mec conduit des hélicoptères. En fait, quel président conduit des hélicoptères ? Il y a CJ qui conduit des hélicoptères, mais on est dans GTA. En fait, il gouverne pas un pays, tu vois. C'est un putain de jeu vidéo. Et après, il y a Poutine. Tu vois, Poutine. Hollande, il conduit des scooters. Et encore 125 cm3 dans les virages, le mec, il est pas chaud, tu vois. L'autre, il prend des putains d'hélicoptères, tu vois, des trucs de la guerre d'Afghan, en fait. Et il va faire des ronds comme ça autour. Il cherche encore Massoud, en fait. Poutine, lui, il veut y retourner, en fait, tu vois. Il se dit, attendez, on n'a pas fini le boulot. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que des mecs qui traient des chèvres, en fait, ils ont niqué l'Empire soviétique ? Donc des fois, personne ne le sait. Mais en fait, ils violent l'espace aérien de l'Afghanistan. Il arrive avec son petit hélicoptère, et il tourne comme ça. Il cherche Massoud. Il cherche Massoud parce qu'en fait, il croit pas qu'on l'a tué. Il sait qu'il est encore là dans les montagnes, tu vois. Il fait des rêves comme ça. C'est ça, ses occupations, en fait, tu vois. T'as des présidents, ils mangent des crackers de Belin. Lui, il prend un hélico, il viole l'espace aérien afghan, en fait, et il cherche encore les derniers mecs à bombarder, en fait. Parce qu'en fait, son souhait le plus cher, c'est d'y revenir. Tu vois, quand il y a des fils de pute qui veulent fermer des usines en Russie, si tu veux, il les fait signer des contrats de force. Et après, il récupère le stylo. Parce qu'en fait, un milliardaire, il croit qu'un bic, ça coûte rien. Mais en fait, comme Poutine, c'est un putain de prolo, il lui dit, attends, le bic, là. Bic, c'est 5 €, fils de pute, je les ai payés, tu prends pas mon bic. Donc en fait, il fait déplacer le milliardaire qui vient lui rendre son bic. Voilà. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Ouais. Tout le monde a signé l'accord ? Oui. Deripaska, vous avez signé ? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Là, le mec a le manche, en fait. Là, le mec dirige son pays.
comment ça se fait que la France, en fait, on n'arrive pas à gérer Jackie, gilet jaune, on lui tire une LBD dans la fif. Il y a Mouloud et Bouba qui mettent le feu à Chanteloup-les-Vignes et on s'affole en fait. Poutine, ça fait longtemps qu'il aurait réglé la question. S'il arrive à arracher le stylo à un milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire avec de racailles à Chanteloup-les-Vignes en fait? Il va les bombarder Aix. Voilà, il va les bombarder Aix. Donc oui, c'est vrai que quand Zineb dit qu'il faut tirer à balles réelles, ça peut en choquer certains. Rassurez-vous, on est le seul pays du monde où quand des mecs mettent le feu à des bâtiments publics, on leur tire pas dessus. Donc en fait, on a de la marge. Si ça se passe en Russie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que c'est un fifou qui appelle Poutine à 3h du mat pour lui dire « Oh, attends, il y a une MJC, là, ils ont mis le feu à un cirque, en fait, dans le 9-3 ». Est-ce que tu crois qu'il va laisser passer ça? Non. Dans une heure, il y a les Spetsnaz. Et après, il va y avoir des cassages de nuque, en fait. Voilà, ça va être un jeu vidéo, sauf qu'en fait, là, les gens vont découvrir ce que c'est que la loi et l'ordre. Voilà. Donc en fait, arrêtez de chialer parce que vous avez entendu ça. Non, c'est la base d'un pays qui tourne bien. Voilà, c'est tout. Et puis si tu veux, tout le monde est là, ils comprennent pas. En fait, oui, Poutine, si, mais vous comprenez pas, Poutine. Poutine, si tu veux, c'est une autre galaxie. Il y a Superman qui vient là de Krypton, ou de je sais pas où. La planète de Poutine, elle est 6 fois plus loin de Krypton, en fait. La planète de Poutine, c'est celle qui a éclaté Krypton, en fait. Ils ont fait de Krypton leur pute. Donc les Kryptoniens, ils viennent se réfugier sur Terre parce qu'ils ont peur de Poutine. Ça que vous comprenez pas. Superman, c'est la pute de Poutine, en fait. Tu vois le délire? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur la planète de Poutine, en fait, tu rêves pas. Parce que le rêve, c'est un truc de fils du pute. Pourquoi? Parce que quand tu rêves, en fait, t'as plus le contrôle sur ton esprit, t'as plus le contrôle sur ton cerveau. Ton cerveau, il se fout de ta gueule, en fait. Il t'envoie des images, t'es là, tu transpires, t'es en ton plumard, tu comprends pas. Tu vois, tu comprends pas. Et ben en fait, non. Poutine, lui, il comprend ses rêves. D'ailleurs, ses rêves, c'est lui qui les fait, il les fabrique. Tu vois, avant de se coucher, Poutine, il dit bon, je vais rêver de ça en petit 1. Petit 2, il va y avoir ça. Petit 3, il y a une pipe. Petit 4, je vais éclater les Georgiens. Petit 5, en fait, le Kremlin, il est en plaqué or. Et ça se passe dans son rêve, en fait. C'est-à-dire que le mec planifie des putains de rêves et ses rêves se réalisent comme il les avait imaginés au détail près. Parce qu'en fait, le subconscient de Poutine respecte beaucoup trop Poutine pour lui faire défaut, en fait, tu vois. Moi, mon subconscient, il se fout de ma gueule des fois, tu vois. Je rêve à des trucs, je comprends pas. Le lendemain matin, je me réveille, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben lui, non. En fait, son subconscient, il en a fait sa salope. Le subconscient, il frappe à la porte avant de rentrer dans le cerveau de Poutine. Comme ça, il arrive, il dit oui, bon, excuse-moi, est-ce que c'est possible de rêver ce soir? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc là, Poutine lui explique son rêve et le subconscient lui donne le rêve que Poutine a commandé, bordel. C'est pas compliqué à comprendre. Donc en fait, quand t'as ce niveau en fait, de perfection dans le cerveau, tu diriges la Russie. Voilà. Y a pas de... C'est comme ça, tu vois. Quand en fait tu t'appelles Macron et que tu rêves à des trucs de merde, en fait il y a des transsexuels sur le perron de l'Elysée. Quand t'es Poutine et que tu rêves à des trucs stylés, en fait, tu conduis des porte-avions. Donc en fait, à un moment, il va falloir se remettre en putain de question, en fait. Voilà, c'est tout. Je vais faire un petit hommage à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello. C'est en fait les deux commandos qui sont allés récupérer les deux fifous qui se sont perdus au Sahel, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en France, t'as des mecs qui sont avertis. Si tu veux, n'importe quel paysan sait que quand tu passes déjà plus de 3 heures dans la nature, il y a des risques de rhume, tu vas te mettre une écharde, la vie, tu vois. Mais en fait, il y a des mecs qui vivent dans un pays à part qui s'appelle Paris, en fait, et qui comprennent pas ce qu'est le monde, en fait. Déjà, si tu l'envoies en Auvergne, le mec, il va transpirer. Donc imagine quand tu l'envoies au Sahel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as deux mecs, je vais pas citer leur blase pour pas non plus déclencher de dire contre eux, ni de cabale contre eux. Mais en fait, t'as deux mecs, ils se sont dit, bon, on va aller faire notre voyage de noces sur un territoire où il y a Boko Haram, en fait. Bon, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils voient des Noirs apprivoisés toute la journée, en fait. Tu vois, ils voient des Noirs parisiens toute la journée, ils se disent, c'est ça les Noirs. Oui, alors, attends, je t'explique. Il y a le Noir de village, pas de problème, tu te régales. Tu viens, il y a toujours à bouffer, pas de problème. Il y a le Noir de ville. Tu vas dans un maquis, tu te tapes des bières, tu rigoles. Et entre, en fait, il y a une catégorie de noirs, c'est le noir de brousse. Et celui-là, si tu veux, en fait, je t'explique, il excise des gonzesses avec des morceaux de verre, en fait, comme ça, tu vois. Comme tu couperais une petite nacli avec un cutter, tu vois. Il arrive avec son morceau de verre, ils font des trucs comme ça. Tu vois, ils ont des dents pourries, ils ont jamais mangé de sucre. Ils ont jamais vu un Disney, tu vois. Ils ont jamais vu un dessin animé. S'ils voient un dessin animé, ils vont croire que c'est une apparition, tu vois. Ils vont fonder une nouvelle religion, en fait, ces mecs-là, s'ils voient un dessin animé, tu vois. Donc, en fait, il y a ces mecs-là qui vivent à un endroit, et ils sont tombés sur le Coran. Donc en fait, ils l'ont interprété comme des mecs qui excisent avec des morceaux de verre, en fait. Donc ils l'ont interprété à la Savage, en fait. Et ces mecs-là se sont dit, bon, on a un couple homosexuel, on a un bulldog, on va acheter du quinoa, allons en vacances dans le Sahel. Oui, bien sûr. Donc en fait, ils arrivent dans le Sahel. Bon, leur guide se fait égorger parce qu'en fait, il est noir, donc il coûte rien. Donc en fait, les ravisseurs ont égorgé leur guide, première victime. Ensuite, eux, ils se font kidnapper. Et là, qu'est-ce qu'on en voit ?
on envoie des machines de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie ce que la France a de meilleur, ce que la France a de plus abouti, pour aller sauver un mec qui a un cosplay de Vicage d'Horacio propre et Dr House en phase finale, en fait. C'est ça qu'on a récupéré. Donc en fait, on a gaspillé 2 Gaulois solides qui font 300 pompes au réveil pour aller récupérer 2 merdes qui votent socialistes, en fait. Et en fait, il y en a marre de perdre des gens de valeur pour pouvoir permettre à des... Grosse merde. En fait, de vivre leur rêve d'angélisme, en fait, mondial. Non, la planète, c'est pire que Châtelet-Léal, en fait. Châtelet-Léal, c'est le degré 1 de la difficulté. Après, quand tu le fais en légendaire, en fait, t'es en Afghan ou au Bénin, en fait. Et là, le réel, il est en légendaire, et donc, en fait, quand t'achètes du boulgour et que tu promènes ton putain de bulldog dans le marais, en fait, c'est pas cette réalité-là, là-bas. Tu vois, c'est pas cette réalité-là. Donc, en fait, ils vont là-bas, ils se font capturer, et qu'est-ce qui se passe? On envoie nos meilleurs mecs les récupérer, qui se sont fait flinguer pour les ramener. Alors, moi, j'aimerais que sur les cartes d'identité, tu vois, les mecs disent, voilà, je suis de gauche, je suis de droite, je suis pour l'armée, je suis pacifiste, je suis pro-français, je suis pas français, je suis anti-français. Comme ça, les mecs, tu vois, qui sont progressistes, au lieu de leur envoyer, en fait, des chevaliers pour les récupérer, on leur envoie des mecs comme eux. On leur envoie l'équipe de quotidien. Tu vois, par exemple, on leur envoie, je sais pas, Yann Barthès, tu vois, on leur envoie Hugo Clément. Tu vois, le type va débouler avec sa tête de fouine. En fait, son OPEX, ça va être quoi? Ça va être sucer les mecs jusqu'à qu'ils se déshydratent, en fait. C'est son seul moyen de tuer des ennemis, c'est de les pomper jusqu'à que les mecs se déshydratent, en fait. En fait, ils vont mourir de déshydratation à force du giclé dans la gargante, en fait. C'est ça qui va se passer. C'est la seule manière où il peut atteindre un homme, en fait. Tu vois, c'est sa seule façon d'entamer, si tu veux, le capital santé d'un homme, c'est de le pomper à mort, en fait, tu vois. Donc, pour te dire le temps que ça va prendre et le niveau, tu vois. Bon. Donc, en fait, il faudrait que les fragiles aillent récupérer leurs fragiles, tu vois. Il faudrait que l'équipe de quotidien, en fait, quand il y a un attentat, ce soit d'autres mecs comme eux qui viennent les protéger avec des ourlets. Et en fait, on va lâcher des mecs avec des ourlets et des franges, là, et des coiffures, tu vois, des coiffures dans le désert. Yeah. Et on va voir comment ça se passe avec Boko Haram. Vous savez, Boko Haram, en fait, c'est des Noirs qui parlent arabe. C'est le cauchemar, si tu veux. C'est Strasbourg-Saint-Denis, tu vois, avec la violence de l'Algérie, en fait. Tu vois, tu mets dans un shaker, tu secoues, tu mets du salafisme par-dessus, là, tu vois, pour la pointe de... Tu vois, tu mets un peu de tabasco, hop, tu bois, t'as le cul, en fait... t'as le cul comme un volcan pendant 3 semaines, en fait, tellement que c'est urticant, tu vois, tellement que c'est piquant. Donc, en fait, tu vois, il faudra envoyer des équipes comme ça, récupérer les leurs. Et par contre, quand t'as un patriote qui a un problème, quand t'as un mec de la France éternelle qui a un problème, on envoie des mecs de la France éternelle. Il y en a marre d'envoyer du français patriote solide qui fait 600 pompes par jour, qui sait ce que c'est qu'une visée nocturne, tu vois, qui croit pas que c'est le nom d'une boîte, on peut aller s'endoffer, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on envoie ces mecs-là? Je vais arrêter d'en parler parce que ça m'énerve. Alors en plus, dans le même style, j'ai vu qu'il y avait un espèce de peintre, là, je sais pas, là, un mec là, de quotidien, qui insulte Jésus-Christ. J'attire également votre attention sur un nouveau magazine, le magazine Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah déjà, c'en est pas une, hein. C'est un magazine réel, en feuilles satinées, gros grammage, et affiché en kiosque au prix de 10 €. Parce que les voix du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque en fait d'un magazine qui s'appelle Jésus, voilà. Ça le fait rire. Donc en fait, il convoque tout son plateau de lâches pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens en fait, et métrosexuels. En fait, voilà. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, il faut bien qu'il comprenne, ce mec-là, que Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. En fait, je t'explique, avant que Jésus il dise « Stop, on n'encule pas les morts et on arrête en fait de dégommer des types parce qu'on peut le faire », avant ça, en fait, c'était des mecs comme moi qui régnaient. Tu vois, c'est en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta seule chance de survie dans cette putain de société, c'est que c'est Jésus qui l'a fait à son image. Donc c'est une société de bonté, c'est une société de tolérance, c'est une société où on se dit, écoute, tu mérites d'être un tabouret humain, mais en fait, on va te donner ta chance et finalement, tu vas être journaliste, ce qui est pas très éloigné en fait au final, tu vois. Et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que si Jésus saute, si Jésus disparaît en fait, les mecs comme moi vont redevenir des barbares païens. Et en fait, les barbares païens, ils savaient pas que s'enculer entre hommes, c'est pas bien. Donc, si tu veux, ils voyaient un journaliste de Canal+, il endoffait. Il endoffait pour se vider les couilles comme ça, tu vois. Et toi, là, qu'est-ce qui se passe? Il l'attrapait par le col, il l'enculait, après il lui mettait un collier en ferraille, comme ça, tu vois, qui était accroché à leur trône. Et quand ils avaient fini de roustiguer un os de dinde, ils lui donnaient comme ça par terre. Et le mec se jetait sur les os pour s'alimenter un petit peu, tu vois. Et en fait, c'était ça, sa vie. Avant que Jésus déboule et dise « Stop, en chaque être humain, il y a un peu de moi », n'encule pas le cadavre de ce mec, enfin, respecte-toi, tu vois. Voilà.
Donc, si tu veux, les mecs comme moi régnaient. Tu vois, on mangeait de la viande, et en fait, on se redressait comme ça, on regardait autour de nous. Oh, une victime. Et le mec, sa vie s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a des lois, en fait, tu vois. Il y a des lois qui ont été faites par Jésus, précisément. Tu vois, le Fils de Dieu, il est venu, il a dit stop, ne mettez pas des coups des gencives aux sous-hommes. Donnez-leur leur chance, en fait, de pouvoir se convertir à la vraie foi. Donnez-leur leur chance de devenir catholique. Donnez-leur leur chance d'aller faire un petit pèlerinage à Rome. Donc c'est juste parce que Jésus me demande de te laisser l'opportunité de te convertir un jour au christianisme et d'aller faire un pèlerinage que je me sers pas de ta tête, en fait, comme presse-papier. Parce que c'est ça qui se passait avant. On prenait des morceaux de gens, on les salait, on mettait de la couture, on l'offrait aux gonzesses. Parce qu'en fait, avant, pendant le paganisme, on faisait des cadeaux, c'était des chibres de mecs, c'était des jambes. Si tu veux, les mecs croyaient qu'on pouvait se soigner avec une tête de Yann Barthès. Tu vois. Ramène-moi une tête de Yann Barthès quand tu vas revenir de ta campagne de Grèce. C'est ça qu'elles disaient les gonzesses. Tu vois, les Spartiates, en fait, ils ramenaient des cadeaux. C'était des morceaux de Perse, en fait. Tiens. Donc, en fait, arrêtez d'insulter Jésus, parce que quand Jésus va sauter, il restera qui ? Il restera les islamistes, en fait, et le paganisme. Et là, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de place pour aller faire des reportages de ricanage pour aller emmerder des petits paysans dans la campagne, en fait. Parce que quotidien, c'est ça. C'est des jeunes merdes parisiennes qui vont emmerder des vieux monsieur de 70 ans qui ont travaillé toute leur vie. Et en fait, ça les fait rigoler de faire des phrases et des blagues à des types qui ne contrôlent pas, si tu veux, l'univers de la communication et qui vont traire des vaches. Parce que traire des vaches, c'est rigolo. Parce que le caca de vache, c'est rigolo pour des mecs comme ça. Tu vois. Pour des mecs comme moi, avant Jésus-Christ, c'était rigolo de les démonter, en fait, de les découper. Tu vois. On avait des haches, si tu veux, comme ça, qui faisaient 1m80 de manche. Donc le mec, en fait, même caché derrière le bureau, si tu veux, je pouvais l'atteindre sans trop me déplacer. Donc il y avait des trucs comme ça, tu vois. C'était comme le tap-top à la foire, sauf que c'était sur des vrais gens. Et avec des francisques, en fait. Donc là, il y avait de l'occipital qui se fendait en deux. Voilà. Donc calmez-vous sur Jésus, parce que si Jésus s'en va, ça va chier. Voilà, c'est un conseil. Bon, récemment, il y a eu un combat entre Ruiz et Joshua. Oh, good shot. Good Joshua. And Ruiz in big trouble here. And he's going for it. Oh, Il faut savoir que Ruiz est un boxeur mexicain qui est gras. Il est gras, personne ne le voyait vainqueur. C'est un mec, en fait, qui est le fils d'un boxeur, qui est le petit-fils d'un boxeur. Ils sont boxeurs de père en fils depuis pratiquement le 19e siècle. Et en fait, lui, personne ne mettait $1 sur sa gueule avant ce combat. Alors que les gens qui connaissent un peu la boxe savent qu'en fait, c'est pas parce que tu fais 2 mètres, que t'es un métis de MTV et que, en fait, t'es anglais, que tout va te réussir comme dans les films. Les films, c'est une chose, d'accord ? Michael B. Jordan, si tu veux, dans Black Panther, c'est une chose. Et après, il y a les choses du réel. Et en fait, dans le réel, c'est pas parce que tu as une belle définition abdominale et pectorale, en fait, que tu gagnes des championnats de boxe, en fait. Même Tyson avait une musculature énorme, mais il était taillé, c'était n'importe quoi. Il avait un bassin comme ça, des cuisses énormes, des épaules tombantes. C'était tout sauf un athlète. C'était pas un culturiste. La boxe et le culturisme, en fait, il faut bien que vous compreniez qu'à force de regarder vos clips de Tarlouse sur Trice TV et sur MTV, vous commencez à croire que le réel, c'est la télé. Le réel, c'est pas la télé. Je vais t'expliquer un truc. Ruiz, c'est un Mexicain, obèse. Les seuls gens qui lui parlent, c'est la Border Patrol et sa mère, en fait. Donc, soit sa mère pour lui donner un sneakers, soit pour la Border Patrol pour lui demander ses paplards. Donc, en fait, sa vie est un enfer. Il a fait un CAP carrosserie. Donc, en fait, il est maudit, ce mec-là. Au départ, Mexicain, carrosserie, Border Patrol, obésité. Tu sais, au jeu de loi, c'est quand tu prends recul de 6 cases. Mais pourquoi ? Non, mais ta gueule, c'est comme ça, c'est les règles. Donc en fait, c'est un mec qui a pris un recul de 6 cases dès la naissance. Sauf que comment il s'est préparé ? Il est allé dans des salles, tu sais, où tu as les néons qui clignotent, tu sais. Parce qu'en fait, les néons, ils datent de 1993. Tu vois, c'est des néons qui ont été revendus par la Sodexo France à un vieux club de boxe au Mexique. En fait, ils les ont fixés par un mec qui s'appelle Rodrigo, donc ça clignote. Parce que Rodrigo, ça clignote forcément. Tu peux pas avoir une vraie lumière, c'est comme ça. Donc, si tu veux, le mec s'entraîne dans des vieilles salles. Qu'est-ce qu'il travaille ? Il prend des vieux poids lourds. Il a fait des sparring avec Evander Holyfield, un très très grand technicien qui avait réussi à battre Tyson. Donc en fait, tu vois, au lieu d'aller se faire filmer avec 200 putes qui mâchent des chewing-gums autour et des mecs qui font des snaps, ouais, c'est trop bien d'être avec Joshua. Il était tout seul dans une salle en train de travailler avec des très vieux poids lourds afro-américains, en fait. Il s'est dit non, mais
vos trucs là en fluo. Tu sais, les mecs qui s'entraînent en fluo, le monde du fluo. C'est un nouveau monde, ça, dans le sport. C'est les mecs en fluo, avec des espèces de gourdes avec marqué Prozis dessus, tu vois, qui boivent des trucs jaunes fluo aussi. Si les mecs s'alimentent avec du fluo, ils vont devenir fluo un jour, tu vois. Mais lui, en fait, il a refusé le fluo et il est parti affronter des Afro-Américains, tu sais, qui ont un œil crevé à force de boxer. Et l'autre, qui a un strabisme, tu vois. Donc, en fait, il a boxé contre Evander Holyfield et ils ont travaillé des détails. Parce que l'art, c'est les détails. La différence entre un putain de Caravage et Jean Fifou Francisco, tu vois, qui peint des tableaux de merde à la Renaissance, c'est les détails. Voilà. Le Caravage, il peaufine les détails. C'est pour ça que c'est une machine. Mais c'est pareil en boxe, on travaille les détails. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait pendant un mois? Il a fait les décalages remises. Décalages remises. C'est ça. La boxe, c'est la simplicité. Il y a un Shintok, là, comme il s'appelle, Bruce Lee, qui a dit, il vaut mieux faire une fois 1000 coups que 1000 coups une fois, si tu veux. Si t'as 1000 techniques, mais que tu les as jamais travaillées, c'est de la merde. Si t'as une technique que tu vas travailler 1000 fois, eh ben, celle-là, elle est rodée, elle fonctionne. Donc en fait, il a pratiqué une boxe sobre, avec derrière les couilles, bien sûr. Parce que, attention, Joshua, c'est quand même quelque chose. Donc le mec prend un type de 2 mètres, c'est une boule. Et si tu veux, tous les fils de pute qui ont biberonné du MTV dans le monde, on dit, ouais, il va perdre, il est gros. Non mais les gars, je vous rassure, hein, le plus grand combattant de MMA de tous les temps, c'est Fedor. Fedor, c'est un camionneur russe, en fait. Tu lui mets un bonnet, une chemise à carreaux, il fait Bulgarie-Espagne en transportant des jambons, en fait. Donc arrêtez de croire que le gras, en fait, empêche d'être bon. Butterbean de 100 kilos, le mec est une cacahuète humaine. Qu'est-ce qui se passe? Il met des KO à tout le monde. Ok, Ruiz, voilà. Donc en fait, arrêtez de croire que le réel, c'est la télé. À force d'être dans la fiction toute la journée, vous croyez que la fiction, c'est le réel. C'est pas le réel. Dans le réel, c'est les mecs qui n'ont pas de dents qui gagnent les bagarres. C'est pas les beaux gosses de MTV. C'est pas dans les films. Buffy contre les vampires. S'il y a un figurant qui fait le vampire, qui pète un câble et qui lui met une tarte, en fait, ses acrobaties, il va les faire à l'hôpital, en fait. Tu vois, il faut comprendre ça. Donc il a gagné, il a créé la surprise, hein. Il a mis des bourre-pifs magnifiques, c'était très technique, hein. Il y a des gens qui comprennent pas que c'est très technique, bon on voit ça rit du cul, alors c'est très violent, parce qu'en fait il s'était fait charrier pendant toute la conférence de presse, il a sorti un sneakers, le soir il est devenu champion du monde, hop, sneakers, il a montré un sneakers en disant, voilà, obésité, make obésité great again, tu vois. Donc ça je respecte beaucoup, il va y avoir la revanche, il est fort probable que Anthony Joshua il va lui mettre une branlée parce que là, il s'est entraîné. C'est un mec, il est sponsorisé par Under Armour. Imagine Under Armour, quand ils ont vu le petit gros, tu sais, qui volait les goûters à la récré. Non, pas qui volait les goûters parce qu'il est gentil. Le mec qui était à la cantine, tu vas finir ton dessert. Tu sais, qui faisait les lignes comme ça. Et il récupérait plein d'îles flottantes. Et il mangeait 12 îles flottantes, tu vois. En fait, leur petit poulain, là, MTV, il s'est fait enculer par un Mexicain gros. Je sais pas si tu te rends compte de la violence pour Under Armour. Donc là, en fait, t'as Joshua, il reçoit des coups de fil par des financiers qui comprennent à la boxe. Ils lui disent, bon, vous avez gagné cette fois-ci, hein, vous avez gagné. Oui, je vais gagner, je vais tout faire. Donc là, je pense qu'il a dépensé des millions. Et très certainement que tout va être fait pour qu'il puisse revenir. Parce que quelle marque va sponsoriser un mec où on voit ça ridicule à la fin des combats, en fait? Quelle marque va sponsoriser un mec où en deuxième prénom, il y a Rodriguez dedans? Enfin, je veux dire, on va pas monter un... Enfin, si tu veux, la WBC, c'est pas un garage, en fait. C'est pas un garage de mécaniciens du Mexique, en fait. Donc, ils vont tout faire, sans doute, pour mettre le champion. Mais voilà. C'est intéressant et c'est un bon signal. De temps en temps, le réel, même toujours d'ailleurs, le réel revient. Le réel se réimpose à cette société qui se masque la réalité du monde, que ce soit Boko Haram, que ce soit Ruiz, que ce soit le pays réel, le réel revient toujours au galop, mettre 2-3 gifles à la construction du progrès. Ne l'oubliez jamais, très important. Alors, cet été, il y a eu un drame. Cet été, il y a la plus belle cathédrale gothique, presque la plus belle cathédrale gothique de France, qui a brûlé. C'est un désastre. Alors, les anards, les gauchistes, certains musulmans sans scrupules se sont régalés, voilà, sur Twitter. J'ai vu passer des trucs incroyables. Les gens rigolaient, voilà. Ils voient notre patrimoine partir en fumée, ils se sont régalés. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cathédrale, je l'explique dans le livre, mais une cathédrale, c'est un instrument d'égalité sociale. Tout le monde rentre par la même porte. Le roi, le paysan, l'artisan. Tout le monde va s'humilier devant Dieu.
la cathédrale rappelle aux hommes que seigneurs ou marauds, tous devront rendre des comptes à Jésus un jour. Expliquez-moi, dans cette république de merde, qui rentre à l'Élysée par la même porte que le président? Parce que le roi de France, il passait par la porte de Notre-Dame. Quel citoyen français passe régulièrement, tous les dimanches, la porte de l'Élysée, en fait, pour aller communier avec le président face à une autorité suprême? Il n'y a plus d'autorité suprême, parce qu'on l'a décapité, et puis ensuite, la France a assassiné Dieu. La République, pardon, a assassiné Dieu. Donc, elle a exclu la France pour fabriquer la République, elle a assassiné Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui chapeaute. Donc, plus personne ne chapeaute, donc les cathédrales brûlent, en fait. Alors, j'ai beaucoup de mal à croire à l'explication. Les cathédrales brûlent pas, je veux dire, c'est la maison de Dieu. C'est pas parce qu'il y a un fils de pute qui oublie une soudure, un fer à souder, que ça brûle. Non, moi, je pense que c'est un incendie criminel. Maintenant, l'avouer, ça serait pratiquement fabriquer une guerre civile, parce que j'ai mon idée sur le type de personne qui a pu mettre le feu à Notre-Dame. Mais je ne vais pas partir en conjecture, c'est mon opinion personnelle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible qu'une cathédrale brûle, parce qu'en fait, en Castille, il y a des églises qui sont réparées par des maçons espagnols, qui fument des doucados, qui sont déchirés à 4h de l'après-midi, en fait. Et quand ils jettent leurs clopes, si tu veux, elles tombent pas dans la poubelle du tri sélectif de Tarlouse, elles tombent sur les poutres de la cathédrale, tu vois, et ça prend pas feu. Donc en fait, si des putains de maçons espagnols, en fait, qui n'arrivent pas à lire, ne font pas brûler d'églises, si au Portugal, le pays des hommes chaînon manquant, en fait, si eux, ils réparent des églises sans que ça brûle, comment ça se fait qu'à Paris, la ville lumière de Méburn, là, ça brûle? Tu vois? Comment ça se fait? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment des pays du tiers-monde, leurs églises, elles brûlent pas, et comment ça se fait que tout d'un coup, à Paris, après une série d'attentats, les églises se mettent à brûler. Je veux une explication sur ça, en fait. Expliquez-moi. Il y avait des vitraux qui avaient 1200 ans. Il y a des artisans. C'est des gens qui ont vécu, si tu veux, au XIIe siècle. Je ne sais pas si tu te rends compte, en fait. Il y avait des choses qui avaient 800 ans. Quand tu commandes un Happy Meal, il a 1 heure. Il a 10 minutes. Quand tu fais brûler une cathédrale, elle a 1000 ans, en fait. Voilà, elle a 1000 ans. Donc les gens ne comprennent pas qu'on a brûlé des trucs qui avaient 1000 ans. Et ça, c'est un drame. Et c'est un signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc, je le dis, c'est gravissime. Et il est temps pour les Français de se poser les bonnes questions. Pourquoi la maison de Dieu brûle en France? Ne faudrait-il pas se retourner vers Dieu et lui demander pardon pour 150 ans de merde, en fait, de République, et revenir à la France? On oublie la République, on revient à la France. Parce que le Moyen-Âge a été une période où la France a explosé. Et il y avait quoi? Des rois, en fait. Et depuis qu'on a des présidents, voilà. Les HLM, la guerre d'Algérie, l'Indoche, Bilal Hassani, réveillez-vous. Parce que le gros problème, c'est que pendant qu'on est en train de se demander si c'est un terroriste pakistanais ou afghan qui a mis le feu à Notre-Dame, pendant qu'on est en train de gérer des problèmes comme ça, pendant qu'on est en train de voir des jeunes de banlieue brûler un cirque, déjà, qu'est-ce qu'un cirque fout à Chanteloup-les-Vignes, si tu veux? Ça, c'est la mairie socialiste. Bon, il y a des turbulents, on va leur apprendre à jongler. Fils de pute. Non. Tu leur fais pas faire des trucs avec des perches. Non, en fait. Tu vois, tu construis un goulag. Tu construis pas un cirque. Tu vois. Parce que le cirque, il y est déjà, en fait. Le cirque, c'est la banlieue en elle-même. Tu vois. Donc, en fait, il faut faire un anti-cirque. Il faut pas mettre un cirque de plus. Si au milieu d'un grand cirque, tu mets un petit cirque, ça n'a pas de sens. Tu vois. Donc, le cirque a brûlé. Et en fait, ouais, le cirque a brûlé. Et nous, pendant qu'on gère des trucs comme ça, la Chine, ils ont triplé leur salaire. La Chine, ils défilent, je sais pas si t'as déjà vu un défilé militaire chinois, et ils font tous la même taille, ces enculés. On dirait des fourmis qui ont repéré une miette à 1000 km. La miette, c'est l'Europe. Attention. Quand ils vont débouler, tu vas voir des morceaux d'Europe qu'on voit qu'ils vont partir en Chine, en fait. Et nous, on sera en train de gérer Kader, Mouloud et Kevin. Tu vois. Pendant ce temps, tu vois, pendant que la Chine est sur le point, en fait, de leur faire leur putain de transition écologique et d'envoyer des mecs sur la Lune, en fait. On est en train de se demander comment on va intégrer les Érythréens au grand projet du trottoir inclusif. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de manspreading. Tu comprends le truc? Donc en fait, pendant que l'Europe est en train de se poser des questions du tiers-monde, la Chine défile, ils défilent. Ils font défiler des Chinois comme ça, des terres. Et après, il y a des gonzesses qui défilent avec des uniformes roses, tu vois.
Parce qu'en fait, en Chine, c'est encore une société traditionnelle saine. Donc, si tu veux, les hommes défilent en kaki, les filles, comme c'est des filles, elles défilent en rose. Elles font la guerre en rose. Qu'est-ce qui se passe? Quand on tire en Kalachnikov, si on est en rose, ça change quoi, tu vois? Donc, en fait, les gonzesses vont participer. Nos gonzesses, elles vont participer à quoi, en fait? Nos gonzesses, qu'est-ce qu'elles font? Elles crient la moula dans les concerts de je sais pas quoi, tu vois? Il faut se poser des questions. La Chine arrive. La Chine défile, et quand ils font des défilés, il y a un Chinois sur une estrade qui fait « et les mecs lui répondent en fait, et ils sont 38 000 à lui répondre. Donc en fait, quand t'as 38 000 mecs qui disent un truc en chinois, dans le corps il se passe un truc, ils vibrent, et là ils sentent qu'ils vont nous enculer nos mères en fait. Parce que le chinois est timide a priori, hein, pas trop de testo, pas de barbe, 1m50, 58 kg, il n'est pas fait a priori pour résister aux Mongols. Mais attention, s'ils ont réussi à détruire Gengis Khan, qu'est-ce qui va les empêcher de mettre une PLS à Macron? Posez-vous la question. Et quand je vois la politique intérieure de la Chine et à quel point ils ont le sens de l'ordre, je me dis que finalement, vu que les Français ne sont plus intéressés par le destin de la France, peut-être que Dieu va faire passer la Chine pour administrer la France, pour sauver la France. Moi, je suis persuadé que Paris serait plus propre si c'était des Japonais qui géraient Paris. En fait, si demain Paris, l'Île-de-France, est donnée au gouvernement du Japon, il n'y a pas de problème, hein. Ils vont venir, ils vont ramasser les papiers, et puis après ils vont décapiter, je sais pas, ils vont décapiter 75% des Parisiens en fait. Tous les mecs qui crachent, qui jettent des trucs par terre, qui chient par terre, tout ça et tout, ils vont les décapiter. Mais très propre, hein, en silence, dans des pièces insonorisées, propres, petit coup de javel. Il y a un petit Philippin qu'on a laissé émigrer, tu vois, qui va venir ramasser le sang. Enfin, ça va être à la japonaise. Et Paris va être un putain de havre de paix, il y aura des petits cerisiers comme ça ressemblera en fait au Paris des années 50. Voilà. Donc peut-être que finalement, il faut que l'Île-de-France devienne une dépendance du Texas pour soigner l'Île-de-France de ce qu'elle est devenue. Peut-être qu'il faut que ça devienne la Chine. Peut-être qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens qui envahissent Paris pour que Paris redevienne Paris. Je sais pas. Voilà. Gouvernement chinois, si tu m'entends, je sais pas, tente un truc. Là, tu sais, je suis pas sûr que notre armée... Ils vont être d'accord, en fait. Ils vont être d'accord. Alors, bon, vous savez que mon livre parle du Moyen-Âge. Je me suis interrogé sur le Moyen-Âge récemment. Mais j'ai quand même oublié de parler d'un truc dans mon bouquin, c'est de parler des Basques. Parce qu'en fait, quand on parle du Moyen-Âge, si tu veux, le Basque, il arrive de suite après, normalement. Il faut comprendre que le Basque, en fait, tous les universitaires se cassent les couilles, en fait, pour essayer de comprendre d'où vient la langue basque. Tu sais, parce que c'est avec des Otaoak, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, Cro-Magnon, oh, réveille-toi, là, ça y est, il y a l'alphabet latin qui est arrivé, parle normalement, tu vois. En fait, non, eux, ils ont fait sécession, tu vois, dans la civilisation, ils ont dit non, oui, les aqueducs, tout ça, les routes, non, on va rester entre basques, lait de chèvre et torquis, et puis des mots avec plein de K et des X, après des T, tu vois. Gaur igual euskal egiteko norberen aldetik beste kontzientzia bat Donc en fait, les Basques, si tu veux, ils ont l'antidote. Leur antidote, c'est qu'en fait, à partir de la préhistoire, ils ont dit stop. Tout le reste après, il faut que ça serve juste pour l'agriculture et pour pouvoir conduire des 4x4 pour aller niquer des sangliers, en fait. Mais tout le reste, on prend pas. Donc pas de progrès, pas de manspreading. Pas de mosquée. Le Pays Basque est progrès fruit, en fait. Tu vois. Alors il y a Biarritz, bon, parce que Biarritz, il faut quand même faire rentrer la thune. C'est le comptoir commercial. Mais tout le reste, c'est des mecs qui font agour. Agour, pour dire bonjour en basque, c'est agour, si tu veux. Moi, j'entends agour dans la nature. J'évite la saguée, tu vois. Notre cher petit Bayonne, il est une baignade. J'évite la pierre, en fait. Est-ce qu'on est dans 10 000? Est-ce qu'on est dans Alpha? Est-ce qu'on est dans un film hollywoodien sur la préhistoire? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et le Pays Basque nous a offert Urtain. Alors Urtain, c'est génial. C'est un boxeur, avant de faire de la boxe, il soulevait des pierres. Parce qu'il faut savoir que le Pays Basque, c'est le seul pays au monde, c'est la région du monde, où en fait les occupations, c'est prendre des pierres et les soulever comme ça, en disant des trucs en basque. Ouais, Chilawak! Et puis tout le monde applaudit. Donc le mec soulève des pierres, porte des poutres, enfin il fait de la force basque, voilà. Il lève des charrettes, il tire des trucs super lourds, voilà. Et en fait ce mec-là est devenu boxeur, Urtain, et en fait il faisait des combats, il mettait que des crochets. Et en fait, sa technique de boxe, c'est pas, tu sais, pique comme une abeille. Non, lui, l'abeille, il connaît pas. Lui, c'est un scarabée. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'écrases, et comme sa carapace, elle est solide, il résiste, en fait. Donc, t'es là, tu mets des coups de talon, le truc résiste, et au bout d'un moment, c'est lui qui te mange. Donc, je vous laisse regarder ce combat fantastique. Il est en train d'avoiner un mineur gallois. Là, on est loin de Mohamed Ali, mais c'est fantastique. Et il faut savoir que ce mec-là,
bien sûr, comme toutes les brutes basques, parce qu'en fait, ils sont déboussolés, les Basques. Parce qu'en fait, quand ils sortent du Pays Basque, ils voient le progrès et ça les fait déprimer. Eux, la vie, elle est simple. La grotte, le gibier, le pacharán, tu vois. C'est un circuit fermé. Qu'est-ce que tu casses les couilles avec ton éco, tu vois, ton éco voiture et ta trottinette inclusive, tu vois, de quoi tu me parles. Donc en fait, quand ils sortent, ils dépriment. Les mecs, ils dépriment. Donc Urtain s'est suicidé, et true story, hein, comme disent les fils de pute. Il s'est suicidé le jour où la télé est passée en couleur en Espagne. C'est-à-dire que le mec était tellement pas compatible avec le progrès. Il allume la télé, il était endetté quand même, hein. Il allume la télé, elle passe en couleur. Putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des bouleversements sociaux comme ça? Et le mec se jette du 8e étage, et il s'écrase en bas, il s'est suicidé comme ça. Parce que la télé passait en couleur. Donc le niveau de basque, tu vois, de ce basque, c'est incroyable. Alors à côté du Pays Basque, il y a le Béarn. Le Béarn, c'est la terre de Jean Lassalle. Alors là, je suis tombé sur une putain de vidéo de Jean Lassalle, si tu veux. Il y a des gaz lacrymogènes, les gens normaux crient, et lui, il est au milieu, et on dirait, tu sais, dans les dessins animés de Disney, il y a toujours un personnage, un petit ours, qui s'est fait fouetter, sa mère s'est fait tuer par les chasseurs. Donc il est là, comme ça, il est au milieu, il est triste et tout, tu vois, il voit qu'en fait, ils mettent la musique avec les violons et tout, et on sent que Jean Lassalle, il est tristoun, parce qu'en fait, il cherche le Moyen-Âge, comme ça, tu vois. Il est dans Paris, il regarde comme ça, ouais, bon, ouais, d'accord, où est le Moyen-Âge? Donc il est attristé, je vous laisse regarder, c'est fantastique. Un an qu'on dit ça, un an. La moitié du dose mortel. Il faut absolument, la France, les doses... Donc là, en fait, tout le monde court, tout le monde a peur. Il y a un mec qui lui parle à Jean Lassalle, et Jean Lassalle, il regarde autour comme ça, il cherche une grotte, en fait. Tu vois, il est en train de se rappeler de la cathédrale de Pau, il se dit, putain, c'était vachement plus silencieux que Paris. C'est quand qu'on rentre. Tu vois, à ce moment-là, il se dit, c'est quand qu'on rentre, tu vois. Il a vu... tu sais, il a vu un mec, il a vu un Congolais habillé en fluo, après il a vu un trans, après il a vu un Parisien à rouler, et là il s'est dit putain, tu sais, il a regardé sur son Google Maps, il a dit putain, ouais, c'est vrai que Pau c'est loin de Paris, tu vois, 800 km. Puis là il s'est mis à penser à des fromages, à des trucs comme ça. Vous savez, Jean Lassalle, c'est comme un petit ours en fait, tu vois, si tu l'embêtes trop, tu sais, il s'enfuit, il va dans sa caverne, par contre l'hiver suivant il t'encule en fait, si tu tombes de lui, tu t'es en train de chier, tu fais du camping, t'es en train de chier derrière un arbre, lui il se rappelle, toi t'avais oublié, lui, il se rappelle que tu l'as gâché sa pêche au chaumon. Donc en fait, attention à Jean Lassalle quand même. Attention à l'eau qui dort. Moi, je le dis, un jour, Jean Lassalle deviendra le prochain roi de France. Donc relaxez-vous, respectez-le. Jean Lassalle, si tu me regardes, sache que je t'aime. Et je serai là pour soutenir ton investiture au trône de France. Il y a un truc aussi dont j'aimerais vous parler. Il y a une petite entreprise qui s'appelle Terre de France qui fait des parfums dont les bénéfices sont reversés qu'à des gens street crédibles, c'est-à-dire des militaires, des agriculteurs, les forces de l'ordre. Et ça, je trouve que c'est un putain de beau projet. Ça s'appelle Terre de France. Ils ont un petit peu pignon sur rue dans la patriosphère. Donc voilà, je leur fais de la pub. Terre de France, n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable. Vous offrez un parfum de bonne qualité, made in France, à des gens que vous aimez. Et en même temps, vous contribuez un petit peu à alimenter le pays réel qui est la police, l'armée, les agriculteurs. Ils en ont vraiment besoin. Je rappelle que les agriculteurs, c'est un des métiers où il y a le plus de suicides. Nos agriculteurs sont en train de disparaître. Paysans, l'étymologie du mot paysan, c'est les gens du pays. Quand les paysans disparaissent, il n'y a plus de gens du pays. Réfléchissez là-dessus. Le paysan fait le pays. Le jour où il n'y a plus de paysans en France, il n'y aura plus de France. D'ailleurs, le fait qu'il y ait moins de paysans, c'est parce qu'on est sous la République. On serait sous la France, il y aurait des paysans. Donc la République est en train de tuer nos paysans. Donc contribuer à faire vivre ces gens qui sont notre ADN, nos racines, notre mémoire, le sol sur lequel on s'implante, ce sont les paysans. Et ce sol est gardé par des gens valeureux, qui sont aux prises avec les gauchistes et avec les salafistes. Ces gens-là sont les forces de l'ordre, soutenez-le et offrez-vous des parfums de Terre de France. Ensuite, je voudrais aussi, encore une fois, remercier, vous avez vu sur la couverture de mon livre, il y a une couronne qui va être refaite, parce qu'on me demande souvent une date pour le couronnement, d'ailleurs je vais en parler. Je remercie Nous sommes des héros qui m'ont fait la couronne. Elle va repartir dans leurs ateliers pour qu'ils me refassent une couronne pour le couronnement. Donc il y aura une nouvelle couronne un petit peu plus pimp que celle que vous avez vue sur la couverture du livre pour le couronnement. Donc je les remercie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Ils vendent des trucs super. C'est une boîte super sympa au Bagne. Et j'en profite pour vous dire que le couronnement, vous me demandez tous une date. En fait, c'est très compliqué parce que j'avais une touche en Ariège. Il faut que je rappelle les gens de l'écoparc médiéval pour l'Ariège. Ne vous inquiétez pas, je communiquerai en temps et en heure dessus.
je ferai peut-être un entretien choc préalable. Arrêtez de me le demander par mail et par message ou quand vous me croisez. Je communiquerai dessus dès que j'ai une date. Ça va être fabuleux. On fera le procès de la République, on fera plein de choses. Il y aura, j'ai beaucoup de contacts avec le Béour maintenant, donc je sais qu'il y aura les mecs du Béour qui vont être là, donc ça va être fantastique. Ne vous inquiétez pas, je communiquerai une date et un lieu en temps et en heure. Je ne peux pas le faire pour le moment parce qu'en fait, je sais qu'on va essayer de me mettre des bâtons dans les roues pour organiser ça, parce que c'est le retour de la vraie France. Donc je suis en train de réfléchir aux options qui vont être les moins merdiques possibles pour que ça puisse se faire. Donc ne vous inquiétez pas, je communiquerai en temps et en heure dessus, je vous donnerai une date quand je serai sûr de pouvoir vous en donner une avec un lieu qui est sûr. Donc ne vous inquiétez pas les gars, le couronnement aura lieu cet été. Maintenant, il faut que j'ai des certitudes avant de faire des annonces, tout simplement. Alors je voudrais faire un petit coucou aux Catalans et à l'Ariégeois de la commandement de la 2e compagnie du 2e régiment d'infanterie de marine. Désolé, je me le suis marqué parce que c'est un petit peu long et puis je ne suis pas rompu à l'exercice. Voilà, c'est 2 mecs que j'apprécie beaucoup. Eux aussi, c'est le pays réel. Catalan, ariégeois, je t'explique la Dream Team, tu vois. Voilà, la France est encore défendue par des mecs solides, par des mecs du pays. Je demande à ces mecs-là de se préserver, je leur demande de prendre soin d'eux et de ne pas gâcher leur vie pour les rêves complètement absurdes de 3 progressistes qui n'ont jamais mis le nez dehors. Voilà. À la fin de l'envoi, je touche.